Bonjour à tous. Notre invité d'aujourd'hui est Mathieu de Montchalin, PDG de la librairie L'Armitier à Rouen, chevalier de la Légion d'honneur, président du syndicat national de la librairie française pendant 6 ans, entre 2011 et 2017, et depuis cette année, adjoint au maire de Rouen. Mathieu de Montchalin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien dans le cadre de notre projet Portrait des libraires. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour commencer, je sais que vous avez repris la librairie L'Armitier de Rouen en 1996. Pourquoi cette décision de devenir propriétaire d'une librairie indépendante? Et en quelle mesure vous avez été influencé par le fait que votre grand-père et votre père étaient eux-mêmes libraires? Vous avez déjà répondu à la question alors. En fait, j'ai toujours voulu être libraire. Et mes parents m'ont toujours dit de faire autre chose. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler pour un grand groupe qui s'appelle le groupe Danone. Et puis, au bout d'1 an, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout et que ce qui m'intéressait, c'était la librairie. Donc, je suis rentré dans un groupe de libraires indépendants à Paris, dont faisait partie l'Armitière. Et en 1996, j'ai su que la librairie était à vendre. Eh ben, j'ai pris un train, je suis allé à Rouen, je suis allé rencontrer le propriétaire. On a discuté pendant une très longue soirée et on s'est mis d'accord. Et 15 jours après, j'ai débarqué à Rouen. Pour moi, c'était une décision naturelle. Je savais que ça se finirait comme ça. Bon, la librairie L'Armitier est une librairie généraliste spécialisée en littérature, beaux-arts, régionalisme, universitaire. A fêté 57 ans cette année, non? Oui. Et compte aujourd'hui une équipe de 38 libraires. Exactement. Comment choisissez-vous vos libraires? Quel est le portrait d'un libraire qui travaille chez L'Armitier? Alors, d'abord, c'est quelqu'un qui aime lire. Ça paraît évident, mais j'ai trop souvent vu dans des chaînes de magasins qui vendaient des livres, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par la lecture. Et pour moi, c'est vraiment la base de départ. Il faut être passionné par le livre. Que la librairie, c'est un métier toute la journée, il y a beaucoup de manutention, on est debout toute la journée et on n'a pas le temps de lire toute la journée. Les gens pensent qu'on lit pendant qu'on travaille, mais non, on lit le soir en plus de notre travail. Donc, si ce n'est pas une passion, vous ne pouvez pas faire ce métier longtemps. Et vous le savez bien, puisque vous, c'est ce que vous faites aussi. Donc, il faut que ce soit des passionnés du livre. Les libraires, mais aussi la comptable, mais aussi la personne qui s'occupe de l'accueil, mais aussi la personne qui s'occupe du webmaster, enfin la webmaster. Tout le monde est passionné de livres à la librairie. Ça, c'est la première chose, c'est l'ADN obligatoire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas travailler dans une librairie. Je suis tout à fait d'accord. Et après, j'ai une autre technique qui consiste à, chaque fois que quelqu'un rentre dans l'équipe, il faut que ce soit quelqu'un qui soit différent de ceux qui sont déjà là. Ça ne sert à rien d'avoir 38 personnes qui se ressemblent. Parce que les clients, ils ne se ressemblent pas tous. Et moi, j'accepte que vous trouviez que mes conseils en policier sont très bons, mais en littérature étrangère, ça ne vous intéresse pas. Moi, j'aime la littérature allemande et la littérature américaine, et vous aimez peut-être la littérature italienne et la littérature espagnole. Donc, mes conseils, ils ne vont pas beaucoup vous intéresser. Il faut donc qu'à côté de moi, il y ait dans la librairie quelqu'un qui aime la littérature italienne et quelqu'un qui aime la littérature espagnole. Ça peut être là des personnes différentes, mais quand on a la chance d'avoir une grande équipe, il faut que cette équipe soit aussi diversifiée que les clients. Et je vais vous donner un exemple. Là, on vient de recruter des jeunes apprentis. Il y a un domaine dans lequel on n'était pas très doué à l'Armitière, c'était les mangas. Parce que historiquement, ça ne nous avait pas beaucoup intéressés et parce qu'on n'avait pas de libraire qui aimait lire des mangas. J'ai voulu que les jeunes qui rentrent dans l'équipe, là, cette année, ce soient tous des fous de manga, qui soient passionnés par le manga. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas reproduire le même modèle. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais avoir des gens qui allaient apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf.
Et ils sont arrivés début septembre à la librairie. Et depuis qu'ils sont là, le chiffre d'affaires du rayon a été multiplié par 3. C'est bien la preuve que les clients, ils ont tout de suite reconnu, ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils avaient en face d'eux des gens, des jeunes, c'est vrai, mais des libraires qui étaient absolument passionnés par ce qu'ils vendaient. Je continuerai à faire ça, toujours, prendre des gens différents. Super, super stratégie. On va l'appliquer ici aujourd'hui, dans l'avenir. Selon vous, la pire journée pour un libraire est, et aussi, quelle est la meilleure journée pour un libraire? Alors, l'actualité me fait dire que la pire journée pour un libraire, c'est la veille du jour où le président de la République française va annoncer un nouveau confinement. Ça, c'est une très mauvaise journée. Et la plus belle journée, je crois que les plus belles journées, ça reste les journées de Noël. Parce que juste avant Noël, on vend tous les types de livres à des gens qui sont heureux de les acheter, heureux de les offrir. Et ça, je crois que c'est la récompense suprême pour le libraire. Et il y a une autre chose qui est merveilleuse et qui se passe tous les jours, c'est quand vous voyez des enfants petits, 4, 5, 6 ans, parfois ils ne savent pas lire, parfois ils apprennent juste à lire, et quand vous les voyez découvrir le rayon jeunesse de la librairie, là, vous avez l'impression que c'est Noël pour cet enfant. Et vous voyez dans ses yeux quelque chose qui pétille. Ça, pour moi, c'est la plus belle journée du libraire tous les jours. Vous avez aussi un rayon jeunesse, non? Oui, on a un très gros rayon jeunesse puisqu'on propose plus de 20 000 titres différents en jeunesse, en français. Ça fait du rayon jeunesse de l'Armitière un des 5 plus importants en France. On sait que la France compte plus de 30 000, de 3 000 librairies indépendantes. Pourquoi une librairie indépendante est importante pour une ville ou pour une communauté? Alors, si on compte plus de 3 000 librairies indépendantes, vous savez, c'est grâce à la loi sur le prix unique du livre qui fait que vous soyez dans la plus grande des librairies ou la plus grande des FNAC ou la plus petite des librairies, eh bien, le livre coûte la même chose, le même prix. Donc, la concurrence, elle ne se fait pas sur le prix, elle se fait sur le service, elle se fait sur le conseil, elle se fait sur la proximité. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point qui est important à dire dans ce domaine, c'est que une librairie dans une ville, c'est d'abord une offre commerciale. On a envie d'avoir des boulangeries, on a envie d'avoir des boucheries, on a envie d'avoir tout un tas de commerces et la librairie fait partie de ce commerce. La chose suivante, c'est que les librairies, c'est des endroits où on organise des manifestations culturelles. Alors, c'est un endroit privé où on organise des manifestations culturelles, mais c'est un endroit où on organise beaucoup de manifestations culturelles. Par exemple, à l'Armitière, nous organisons, alors pas pendant la période du Covid malheureusement, mais normalement, d'habitude, nous organisons à peu près 3 rencontres par semaine, ce qui fait quand même entre 120 et 150 rencontres par an. Et ces auteurs qui viennent à la librairie, qui viennent parler de livres, eh bien, c'est parfois des mini-événements. Quand vous recevez Amélie Nothomb dans votre librairie, vous avez des centaines de personnes. Quand vous recevez le prix Goncourt, quel que soit le prix Goncourt, vous avez des centaines de personnes. Quand vous recevez un auteur de manga ou un auteur de bande dessinée, vous avez aussi énormément de monde. Donc, je pense que ce qui fait que ce commerce est différent, c'est d'abord le produit qu'il vend. Hein. On ne vend pas des boîtes de champignons ou des boîtes de petits pois. On vend un objet culturel, un objet important qui participe à la diffusion du savoir, qui participe au loisir, qui participe à la culture générale. Et surtout, dans les librairies à la française, c'est-à-dire des librairies générales, vous avez 1000 occasions de rentrer. Vous rentrez dans une librairie parce que vous avez besoin de livres scolaires. Vous rentrez dans une librairie parce que vous avez envie de lire un livre ce week-end. Vous rentrez dans une librairie parce que vous avez besoin d'un guide de voyage pour votre prochain voyage. Là, c'est évident. D'ailleurs, je dois venir chez vous, mais pour l'instant, ce n'est pas très pratique. Mais promis, dès qu'il y aura de nouveau des avions. L'année prochaine. L'année prochaine, je serai chez vous et je viendrai répondre à vos questions sur le canapé, là, juste à côté de vous. Oui. Et donc,
Il y a 1000 raisons de rentrer dans une librairie. Et c'est ces 1000 raisons qui font que c'est un commerce extrêmement vivant, extrêmement emblématique. Et toutes les villes qui n'ont plus de librairie déploient beaucoup d'efforts pour en recréer une. Vous avez anticipé un peu ma question suivante, qui est portée sur la loi du prix unique du livre. En fait, l'année prochaine, le marché français du livre célébrera 40 ans de la loi du prix unique du livre. En Roumanie, malheureusement, on n'a pas une loi comme ça, mais quels ont été les bénéfices d'une telle loi pour la librairie indépendante et au sens plus large pour les auteurs et pour les éditeurs? Alors, pour les libraires, c'est évident, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de libraires indépendants en France, c'est grâce à la loi sur le prix unique du livre. Sans cette loi, il n'y aurait que des chaînes, comme en Pologne, comme aujourd'hui en Italie, comme aujourd'hui, et pourtant en Italie, il y a une espèce de loi sur le prix unique, mais elle s'est installée très tard, elle est pas très bien faite. Comme en Angleterre, par exemple, en Angleterre, vous n'avez pratiquement plus de librairies indépendantes. Je crois que vous en avez 150, c'est-à-dire rien du tout. Et vous avez des milliers et des milliers et des milliers de magasins de chaînes. Alors on peut se dire, bon, c'est pas très grave, après tout, un livre reste un livre. Oui, sauf que pour la diversité de l'offre éditoriale, c'est très important d'avoir des librairies indépendantes. Parce que vous le savez bien, dans votre librairie, et les habitants chez vous le savent, quand on a un libraire indépendant, il donne une couleur à sa librairie. Il y a une ligne éditoriale. Vous mettez en avant certains auteurs, certaines langues de traduction, certains types d'ouvrages. Oui. Et ça ne sera pas la même chose dans la librairie qui va s'installer à 300 mètres de chez vous. Et tant mieux, parce que finalement, vous ne toucherez pas les mêmes clients, vous ne proposerez pas les mêmes livres. Bref, vous allez donner plus d'espace à plus de livres. Une chaîne, c'est la même chose partout, tout le temps. Et surtout, il y a des critères de rentabilité qui font qu'on cherche absolument à avoir que les best-sellers. Vous n'avez pas que les best-sellers. Non. Et c'est ça qui compte et c'est ça qui aide les auteurs et les éditeurs. Pourquoi c'est intéressant pour un jeune auteur d'être lancé en France aujourd'hui? C'est parce qu'il sait qu'il peut trouver 3000 vitrines qui acceptent de prendre des risques, qui acceptent de mettre en avant des nouveaux auteurs. Les chaînes, elles n'acceptent pas de mettre en avant tous les nouveaux auteurs. Elles vont en sélectionner un, ou peut-être 2 ou 3, mais c'est tout. Après, elles diront, non, 3 nouveaux auteurs, c'est bien. Le reste, on va le mettre sur les valeurs sûres, sur les best-sellers. Et donc, c'est très important pour les nouveaux auteurs de démarrer en librairie indépendante. Et puis, pour ceux qui ont de la chance, ils pourront percer, ils pourront devenir des vendeurs de best-sellers. Et là, pour le coup, ils seront vendus partout, dans les hypermarchés, dans les relayages, dans les gares, sur Internet, sur Amazon, ou dans les magasins de chaînes. Pour les éditeurs, c'est la même chose. Un éditeur ne peut pas avoir que des best-sellers. Il a besoin de faire démarrer des nouveaux concepts, de séduire avec des nouveaux auteurs, ou alors de publier des choses qui ont un tout petit lectorat. Il n'y a que les libraires indépendants qui font cet effort. Il n'y a que les libraires indépendants qui vont continuer à mettre en avant de la poésie, du livre d'art ou des auteurs inconnus. Donc, pour le paysage culturel français, pour le paysage éditorial français, c'est essentiel qu'il y ait autant de librairies. C'est la même chose que dans le cinéma. En France, nous avons la chance d'avoir énormément de salles de cinéma, et notamment des salles de cinéma qui ont un label art et essai, qui projettent, par exemple, des films roumains, j'en suis persuadé, et qui projettent des films compliqués, pas uniquement Star Wars et Mission Impossible, qui sont des salles de cinéma qui vont faire un effort culturel. Eh bien, les libraires indépendants, ils font cet effort culturel, cet effort de découverte et cet effort d'originalité. Oui, je sais qu'en France, il y a aussi le label librairie indépendante, non? Oui, librairie de référence. Oui. Librairie de référence. Comment on peut obtenir ce label en France? Alors, en fait, il y a une commission qui est faite par le ministère de la Culture et le Centre national du livre. Vous avez des critères. Il faut
déjà, il faut avoir une vraie librairie, pas juste un entrepôt. Il faut proposer un certain nombre de nouveautés. Il faut avoir des libraires qualifiés, formés. Il faut intervenir sur beaucoup de secteurs différents, pas uniquement un seul secteur. Et surtout, il faut faire des animations, il faut mettre en avant des petits éditeurs, il faut mettre en avant des nouveaux auteurs. Donc, ce label, quand on l'obtient pour 3 ans. Tous les 3 ans, il faut recommencer la démarche, ce qui nous oblige, vous savez, comme une norme qualité un petit peu, ça nous oblige à nous maintenir toujours au même niveau d'exigence, et ça, je trouve que c'est très bien. Oui. Vous avez été longtemps à la tête du syndicat national de la librairie française, où vous avez initié beaucoup de projets importants pour les métiers du libraire et pour les librairies indépendantes. On sait que chaque librairie indépendante a sa propre personnalité, mais en même temps, les libraires indépendants doivent avoir une voix commune pour faire face au numérique et maintenant à la pandémie. Comment se manifeste la solidarité entre les libraires français? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, moi, je dis toujours qu'un libraire indépendant ne doit pas être un libraire isolé. Je suis indépendant dans le choix des livres que je veux vendre. Oui, c'est moi qui choisis les livres qui rentrent dans ma librairie. Je les choisis en fonction de mes clients, en fonction de mes goûts, en fonction de la place dont je dispose. Il y a plein de critères, mais c'est moi qui choisis. C'est ça le critère d'indépendance. Ce n'est pas quelqu'un à Paris qui décide que l'Armitière va vendre ce livre et pas celui-là. Ça, c'est très important. C'est la définition de l'indépendance. Mais je ne dois pas être tout seul. Pourquoi je ne dois pas être tout seul? D'abord parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels on a intérêt à être ensemble. Par exemple, pour négocier avec les pouvoirs politiques. Ensuite, on a besoin d'être rassemblés pour négocier avec les éditeurs. On a besoin d'être rassemblés pour négocier avec le ministère de la Culture. Bref, il y a plein de moments où, vous savez, l'adage qui dit « quand on est ensemble, on est plus fort », ça marche dans tous les domaines, dans tous les pays, dans tous les secteurs du monde. Quand on est à plusieurs, on réfléchit mieux, on réfléchit de manière plus originale et surtout, on est plus fort que quand on est. Donc moi, j'ai toujours mis en avant le collectif, la réflexion à plusieurs libraires, voire plusieurs centaines de libraires. Alors c'est difficile parce que le libraire indépendant, il a un petit caractère un peu indépendantiste, vous voyez. Il a envie d'être, parfois il a envie d'être un peu tout seul. Ça, il faut lutter contre ça. Donc le syndicat, son travail tout le temps, c'est de dire oui, bien sûr, dans ta librairie, tu vas avoir ta politique d'achat et ta politique éditoriale. Mais pour le reste, pour acheter des sacs en papier, par exemple, pour mettre les livres, pour acheter du transport, pour acheter des sites Internet, tu n'as pas du tout intérêt à faire ça tout seul dans ton coin. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, ce discours que nous tenons tout le temps auprès des libraires, quand tout va bien, il est difficile à porter. Parce que le libraire se dit « oh, le syndicat, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Et puis quand il y a une crise, alors là, tout le monde trouve que le syndicat, c'est une très bonne idée. Et vous voyez, pour la pandémie, le syndicat, c'est plus moi, donc je peux le dire facilement, Xavier Mauny, son président, et toute l'équipe du syndicat, ils ont très bien négocié avec le ministère de la Culture. Ils ont très bien négocié pour faire en sorte que les libraires ne soient pas oubliés du plan de relance du gouvernement français, pour faire en sorte que les libraires puissent continuer à exister. D'autant plus que les clients nous ont montré à la fin du confinement qu'ils avaient envie de nous, qu'ils avaient envie de venir dans nos librairies. Ils étaient là, ils continuaient à venir, et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas démenti. J'espère que le second confinement, celui qui va commencer demain, ne va pas casser cette dynamique. Demain, on va commencer le second confinement en France. Ce soir, le président va annoncer un nouveau confinement. Alors, on ne sait pas exactement s'il sera très sévère, pas très sévère, mais il va commencer demain ou ce week-end pour probablement plus d'1 mois, donc tout près de Noël. Ça, c'est une vraie difficulté pour les libraires, mais l'épidémie en France explose, comme j'imagine en Roumanie, et cette deuxième vague, elle est encore plus dure que la première. Donc, il est vraiment important de la casser
parce que sinon, les conséquences seront terribles pour l'économie et surtout pour la santé des gens. Moi, je n'ai pas du tout envie que mes clients meurent de la Covid. Bien sûr. Comment la librairie L'Armitier a résisté aux difficultés imposées par la pandémie? D'abord, on n'a pas eu beaucoup de choix. Au mois de mars, au milieu du mois de mars, qu'on les a... Bref, on s'est mis en capacité de redémarrer au mois de mai de la meilleure manière possible. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de librairies qui ont fait faillite à la sortie du premier confinement. Là où ça va être beaucoup plus difficile, c'est avec le nouveau confinement, parce qu'il arrive à la période de Noël, qui est la période la plus importante pour toutes les librairies. Et là, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que je pense que le risque est grand, le risque est plus fort. Mais les librairies se sont adaptées. On a beaucoup développé de click and collect avec nos sites Internet. On a essayé d'aménager des systèmes de livraison à vélo ou des systèmes de livraison par la poste. On a beaucoup travaillé sur les conseils sur Internet, sur nos pages Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et donc, on a maintenu le lien avec nos clients. Et dès qu'on a réouvert notre site Internet à la fin du confinement, on a eu énormément de commandes. Donc, ça veut dire que les clients sont très attachés à une librairie comme l'Armitière, mais à leur librairie indépendante en France, et qui nous ont fait confiance. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire confiance. Le problème quand même, c'est qu'à Noël, c'est tellement important, mais je sais que c'est la même chose chez vous, c'est tellement important de réussir Noël, c'est ça qui sauve une année, que là, je suis assez inquiet à l'idée qu'on va commencer le 1er novembre un confinement pour 4 à 6 semaines. Donc, juste avant Noël. Juste avant Noël. Donc, bon, de toute façon, c'est de la faute de personne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'y peut rien. Il faut faire avec. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et je pense qu'à la fin de la pandémie, nos clients seront toujours là, qu'ils auront envie de soutenir la librairie indépendante, que pour eux, c'est très important que les centres-villes ne meurent pas et c'est très important qu'on garde la diversité des commerces. Et la librairie fait partie, vous l'avez dit tout à l'heure dans une de vos questions qui était très bien vue, la librairie fait partie des commerces à moyen terme. Et puis, je pense qu'on va trouver un vaccin. Je pense que l'année prochaine, on va sortir de cette pandémie. Et donc, la seule chose que j'espère, c'est qu'un maximum de librairies n'auront pas abandonné en cours de route ou n'auront pas perdu toute leur force. Voilà. Encore une fois, je pense qu'on a bien géré le premier confinement, le gouvernement, les libraires, les clients. Allez, ça va être pareil pour la deuxième. Je suis plutôt... Oui. Quelles étaient les mesures prises par le ministère de la Culture pour aider les librairies? Alors, les mesures, c'est des mesures de chômage partiel, c'est-à-dire que nous avons pu mettre nos salariés au chômage pendant le confinement, donc on ne les a pas payés, en fait, c'est l'État qui a payé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a décalé ou supprimé des impôts ou des charges. Et puis, l'État a demandé aux banques de prêter beaucoup d'argent aux entreprises pour qu'elles conservent leur trésorerie et que donc elles puissent redémarrer. Alors, cet argent, il faudra le rendre, c'est sûr, mais, et ça sera certainement un peu compliqué. Mais au moins, ça nous a permis de tenir. Parce que vous savez que pour une entreprise, le plus risqué, c'est de ne pas avoir de trésorerie. C'est de ne pas pouvoir payer les nouveaux achats de livres, les salaires, les loyers ou les taxes. Donc là, le gouvernement a vraiment, je crois, bien fait les choses en faisant en sorte que tous les libraires soient capables de tenir. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas d'exemple en tête de libraires qui ont fait faillite à la sortie du confinement. Il y en a peut-être, hein,
mais je pense que c'est des librairies qui allaient très très mal avant, ou des libraires qui avaient envie d'arrêter parce qu'ils étaient âgés ou parce que, j'en sais rien, parce qu'ils avaient envie de changer de métier. Et quelle solution pour la librairie indépendante de résister aujourd'hui face au développement du numérique qui a pris terrain? Ça dépend ce que vous entendez par numérique. Si vous parlez des ventes voilà, si vous parlez des ventes de livres physiques sur Amazon, par exemple, donc là, on est dans le mode d'achat qui est numérique. Mais le livre, oui, ça reste le livre papier, le livre que nous connaissons. Bon, c'est difficile de résister parce que Amazon est très, très fort. C'est le meilleur logisticien du monde. Il a énormément d'argent et donc il est capable de déployer beaucoup de moyens pour conquérir un marché. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, on a beaucoup de librairies en centre-ville et les gens, les habitants de Rouen par exemple, les Rouennais, ils vont faire leurs courses en centre-ville une fois par semaine. Donc ils passent devant ma librairie. Bien sûr, ils peuvent commander sur Amazon, mais ils peuvent aussi rentrer dans une librairie qu'ils connaissent, acheter un livre, l'acheter au même prix, c'est-à-dire que ce n'est pas moins cher sur Amazon, c'est ça la grande force en France. C'est que c'est le même prix, que ce soit sur Amazon ou ma librairie. Donc, premier point, il n'y a pas de différence sur le prix. Deuxième point, il y a beaucoup de librairies dans toutes les villes, y compris les villes moyennes. Troisième point, ça c'est plus subtil et probablement que ce n'est pas le cas de tous les acheteurs, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème de taxes qui ne sont pas payées par Amazon. Amazon n'est pas un très bon élève pour payer les taxes, les impôts. Amazon n'est pas un très bon élève en matière de droit social, de respect des salariés. Et Amazon n'est probablement pas la meilleure solution en matière d'environnement parce que tous ces colis qui sont livrés à domicile, il faut des camions pour les transporter. Et finalement, ça fait des kilomètres et du carbone en plus. Il y a des clients qui sont attentifs à ça aujourd'hui. Il y a des clients qui disent oui, on veut acheter, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel prix social, pas à n'importe quel prix écologique et pas à n'importe quel prix au niveau des valeurs. Quand vous achetez un livre à l'Armitière, je paye la TVA. Donc, je paye les routes, les écoles, les hôpitaux. Et les hôpitaux, on en a besoin en ce moment. Quand j'achète un livre chez Amazon, je ne sais pas trop s'ils payent les routes que ces camions utilisent. Je ne sais pas trop s'ils payent les écoles de mes enfants. Et je ne pense pas qu'ils payent non plus beaucoup l'hôpital. Pourquoi? Pour ne pas payer d'impôts en France. Donc, si vous voulez, il y a un moment où c'est une question de choix de société. Donc, Amazon va exister, va devenir probablement de plus en plus fort, mais je ne pense pas qu'il va tuer tout le monde. Je ne pense pas qu'il va renverser la table, comme on dit en français. Je crois que leur progression va être importante encore pendant plusieurs années, mais il va y avoir une forme de résistance qui va se mettre en place. Et la Covid va peut-être nous aider. Les gens, avec la Covid, redécouvrent le fait d'acheter localement, le fait de ne pas voyager à l'autre bout du monde pour faire juste un week-end, mais plutôt d'essayer de se rapprocher de sa région. Et ça marche pour les produits agricoles, ça marche aussi pour les livres. C'est-à-dire que les gens sont conscients que ce qui se passe autour d'eux a de la valeur, ce qui se passe autour d'eux est important, et ils ont compris que une solidarité locale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Vous avez parlé tout à l'heure du mot de communauté, qui est très utilisé aux États-Unis, pas très utilisé en France, mais je crois que c'est en train de monter. La communauté des gens qui fréquentent une librairie, la communauté de mon quartier, la communauté de ma ville. Ça, c'est des choses que les gens avaient peut-être oubliées, en tout cas en France, dans les grandes villes. Ils l'avaient oublié. Et ils sont en train de le redécouvrir. Et je pense que les librairies sont sur le bon créneau, ou en tout cas défendent les bonnes valeurs par rapport à ça. Oui.
Bon, merci Mathieu de Montchalin pour cet entretien. Restons optimistes parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé un slogan de librairie française indépendante au début du premier confinement qui disait que les dinosaures ont disparu mais pas nous. Donc restons optimistes et on vous attend à Timișoara dans notre librairie aussi. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Moi, je suis très content de suivre votre librairie, presque, peut-être pas depuis le début, mais depuis 4-5 ans en tout cas. On s'est souvent rencontrés à Francfort. Bravo pour votre français qui est parfait toujours. Et en tout cas, je suis ravi de savoir que la littérature française, par exemple, trouve une petite fenêtre à Timișoara grâce à vous. Et je sais que c'est important et je vous promets que dès qu'on pourra à nouveau circuler, je viendrai vous rendre visite. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci aussi. Au revoir. Au revoir.